De milliers de vies fauchées pour des intérêts égoïstes parfois, économiques guidés par l'appétit sanguinaire de l'homme fort de Kigali. Plus de 3 décennies, la RDC traverse l'une des tragédies humaines les plus graves de l'histoire contemporaine, le génocide oublié au Congo. L'on note plus de 15 millions de morts, de communautés entièrement décimées ou forcées au déplacement de femmes, violées parfois devant leurs enfants. À ces tableaux sombres s'ajoutent de déplacés internes en masse et de familles qui continuent de porter le séquel profond de ces crimes. De nombreux rapports nationaux et internationaux, dont le rapport Mapping de Nations Unies publié en 2010, ont documenté de massacres à grande échelle, de violences systématiques et des attaques ciblées contre de populations civiles. Outre le front diplomatique, médiatique, judiciaire, la première dame de la RDC, Denise Nyakeruchi Tshisekedi, invite le Congolais à signer la pétition pour la reconnaissance du crime commis en RDC. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. L'épouse du président RD congolais poursuit en ces termes. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de cette tragédie et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Pour Denise Nyakeruchi Tshisekedi, reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. avant de conclure, Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Ce message doit donc être entendu, Congolais de gauche ou de droite, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, et même de la diaspora, comme la première dame l'a dit. Vous devez signer cette pétition et vous devez même vous dépêcher. Autre chose à présent, une distinction qui vient donner un parcours, qui vient couronner un parcours au service de l'État. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu lundi 10 août dernier le titre de docteur honoris causa en relations internationales de l'université de Kinshasa. Une reconnaissance académique qui salue notamment son action à la tête du gouvernement dans les domaines de la gouvernance, de la paix et du développement. Emmanuela Commissaire et du coucou pour le reportage. Des applaudissements, un diplôme remis sous les regards de la communauté universitaire. À l'université de Kinshasa ce lundi, Judith Suminwa Tuluka a franchi un nouveau cap. La première ministre est désormais docteur honoris causa en relations internationales. Une distinction qui vient saluer son parcours sur le leadership et son engagement dans la gouvernance, la paix et le développement de la République. Devant le corps académique, le président du Sénat, des membres du gouvernement et ses proches, la chef du gouvernement a choisi de dépasser l'honneur personnel. Elle dédie cette reconnaissance au peuple congolais et particulièrement aux femmes actrices de la transformation du pays. Cette distinction n'est pas le fruit d'un parcours individuel. Il traduit l'engagement collectif des membres du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Je leur adresse mes remerciements les plus sincères pour leurs contributions respectives
Je dédie cette distinction au peuple congolais et particulièrement à la résilience des femmes qui portent au quotidien le destin de notre patrie. En acceptant ce diplôme honorifique, je reçois bien plus qu'un honneur. Je reçois une noble mission, celle de continuer à servir la République démocratique du Congo avec abnégation. Je rends un déférent hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier de l'éducation et champion de la masculinité positive, pour la confiance placée en ma modeste personne en me confiant la direction du gouvernement de la République démocratique du Congo. Après le diplôme, place au livre d'or et à la photo souvenir. Une concrétisation académique qui vient ainsi marquer le parcours de la première femme à diriger le gouvernement congolais. Le titre honoris causa est une distinction honorifique qu'une université décerne à une personnalité en reconnaissance de son parcours, de ses mérites, mais encore de son engagement dans une cause. C'est quoi cette distinction? Des éléments de réponse avec Diane Balaka. Le titre honorifique docteur honoris causa est souvent décerné aux personnes ayant marqué l'histoire par leurs compétences et excellence dans le travail. Cette distinction n'est pas à confondre avec un diplôme de doctorat. Lors de la guerre 14-18, le doctorat honoris causa était décerné par les universités du monde pour récompenser les contributions remarquables aux sciences, aux lettres, aux arts, au pays ou l'établissement qui le décerne. La tradition a été perpétuée dans le monde au fil des années. Ce titre honore depuis 1918 et sans examen des personnalités des nationalités étrangères en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres et aux arts. Et dans cette veine, la première ministre de l'RDC, Julie Souminwa Toulouka, qui rejoint d'autres éminentes personnalités dont les mérites et les actions ont marqué la nation et le monde. Dans la foulée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait été honoré par l'Université de Kinshasa en 2023 en lui octroyant un diplôme honoris causa. Cap sur le nord-est de la République, nous sommes dans la province de l'Itourie, c'est avec Diane Balaka. En déplacement dans les territoires de Djougou, le gouverneur militaire de l'Itourie, le général-major Kasongo Gabi, a lancé un appel à la jeunesse locale lors d'un meeting populaire à Djougou Centre. Il a exhorté à abandonner définitivement les groupes armés et à s'engager en faveur de la paix. Junior Selemani. Arrivé ce lundi en territoire de Djougou, à la tête du comité provincial de sécurité, le gouverneur militaire de l'Itourie a donné le temps de sa visite. Une présence perçue comme un véritable gage d'espoir, selon Justin Goudza, qui s'exprimait au nom de chefs de chefferie et de secteurs, ainsi que de forces vives. Votre présence en Djougou nous réconforte et nous redonne l'espoir. Nous voulons croire qu'avec votre expérience, votre esprit de dialogue et votre engagement en faveur du développement de l'Itourie, et plus particulièrement du territoire de Djougou, ce dernier pourra franchir de nouvelles étapes vers la paix, la sécurité et le développement. Devant une foule réunie au bureau administratif, le message principal du général-major Kasongo Mulumba Gabi a été clair et direct à l'endroit de jeunes. Je demande maintenant à tous ceux qui détiennent encore les armes à pouvoir les rendre, les déposer pour une reconstruction de notre province. C'est l'appel du gouvernement central, c'est l'appel du gouvernement militaire pour une reconstruction et le développement. Le point fort de l'adresse de l'autorité provinciale en Djougou, la lutte contre les tracasseries routières et l'éradication des barrières illégales.
Évitez toute tracasserie à travers des barrières illégales. Vous avez un travail bien déterminé. Protégez la population et leurs biens. Protéger la population et ses biens. Avant de prendre la route pour Fataki Centre, le gouverneur militaire a bouclé son passage par une réunion stratégique de sécurité avec les cadres locaux. La revue de performance de l'éducation nationale Chouapa 1 s'est clôturée hier. Pendant 5 jours, les participants ont dressé un état de lieu sans complaisance d'un secteur secoué par les grèves cette année suivante. C'est la salle Koli Elombe de la direction provinciale de l'éducation nationale Chouapa 1 qui a abrité ces assises de 5 jours sous la supervision du ministre provincial de l'éducation Fidèle Likombe Efinda. Cadre de l'éducation nationale et de l'inspection principale provinciale, coordinateur provincial des écoles conventionnées, promoteur des écoles privées, d'INACOPé et association des parents se sont tous penchés sur les thèmes éducation numérique vers un système éducatif moderne au cœur de la gouvernance et de l'innovation pédagogique. Ils ont posé un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent les secteurs éducatifs, entre autres des grèves intempestives, suivies des recommandations en vue d'une amélioration. Le ministre provincial de l'Éducation, Fidèle Likombe, a rendu hommage au président de la République. Nos hommages vont également à l'égard du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation nationale son cheval de bataille pour l'éducation, pour le développement de notre beau pays. Pour sa part, le directeur provincial de l'éducation nationale Chouapa 1, Prosper Bakoli, n'a eu qu'un seul message de souhait. Je vous invite maintenant à transformer les recommandations issues de ces assises en actes concrets. Par ailleurs, il a été recommandé aux écoles de disposer des ordinateurs en vue de l'appropriation d'items nationaux édictés par les ministères de tutelle. Des kilomètres des bourbiers et de lacs compliquent le déplacement de personnes et des marchandises au grand désespoir des habitants sur la route Bouende-Djolou. Sans moyens pour intervenir efficacement, l'Office des routes reconnaît son impuissance. Le ministre provincial des infrastructures en appelle désormais au gouvernement central Delphin et Bois. La route provinciale Bouende-Djolou, longue de 300 km, s'est transformée en un lac à plusieurs endroits. Pour se déplacer, les riverains n'ont d'autre choix que de pousser leurs motos dans l'eau jusqu'à la ceinture et de porter leurs engins pour traverser des ponts en dégradation. Les premiers à payer les prix, ce sont des usagers qui doivent débourser jusqu'à 25 000 francs congolais pour traverser. Difficile d'évacuer les produits des champs. Face à cette situation, l'Office des routes s'est dit dépassé. Son directeur provincial, Théophile Pangué, dénonce les manques de financement ainsi que des matériels de grands travaux. On n'a pas du matériel adéquat, du matériel approprié tel que les pelles excavatrices, les bennes, les nivelleuses, les compacteurs, les chargeurs, consorts. C'est ce qui bloque. Le ministre provincial des infrastructures, Vianney Bolekola, reconnaît l'urgence. Il en appelle à l'intervention du niveau central. J'ai vu les images de la route provinciale qui mène de Bouende jusqu'à Djod. Parce que nous ne cessons pas rappeler le gouvernement central qui puisse nous aider pour que on puisse combattre ces fléaux. Ces tableaux est le même pour toutes les routes qui relient Bouende au chef-lieu des territoires, ce qui plonge la population dans la précarité la plus extrême. La gouverneure Fifi Masuka Saini était samedi dernier sur le terrain à Muchacha. Elle a inspecté les chantiers de la route Kolwezi Sakabinda et du bypass ouest. Objectif, accélérer les travaux et moderniser les réseaux routiers provinciaux. Il a encore fait parler son instinct de gestion orthodoxe de sa province des cœurs.
Samedi 8 août 2026 n'a pas encore servi de repos, mais d'un travail intense de terrain pour la gouverneure du Lualaba. Cela après un déploiement d'énergie la veille dans les groupements Mushima. Accompagné des deux élus du territoire de Muchacha et quelques membres de son gouvernement, quelques membres de son cabinet, Fifi Masuka Saini a conduit une délégation d'ingénieurs de l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation sur les chantiers de la route Kolwezi-Sakabinda, axe stratégique reliant la République démocratique du Congo à la Zambie. Sur ces tronçons d'une cinquantaine de kilomètres, les travaux ont évolué à un rythme soutenu. Les équipes techniques ont déjà aménagé la chaussée et construit un ouvrage de traversier destiné à garantir la fluidité, surtout du trafic minier et la durabilité de cette importante infrastructure. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Elle constitue un levier majeur d'intégration régionale, de facilitation des échanges commerciaux et d'ouverture économique de la province du Lualaba, s'inscrivant ainsi dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes en train d'évaluer pour voir comment nous allons financer les deux routes. Celle-ci et celle de Mushima, les études vont se faire. Nous allons voir comment aller avec les deux routes parce que nous pensons à l'heure actuelle, avec les inaugurations de nouvelles usines, la production va aller en augmentant et plusieurs routes seront nécessaires pour la RDC afin de pouvoir augmenter sa capacité de recettes par l'exportation de nos produits. La visite s'est poursuivie sous les chantiers de la route Bypass Ouest, où la construction de la route provinciale reliant les territoires de Muchacha, d'Ilolo Kapanga et Sandoa ont aussi considérablement évolué. L'un des projets considérés comme un maillon essentiel du corridor des Lubito. Ces projets d'envergure sera conçu en 6 bandes, appelés à renforcer la mobilité, désengorger les principaux axes urbains, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie de ses administrés. Impressionné par l'état d'avancement des travaux, la gouverneure Masuka a salué la qualité des ouvrages réalisés par l'entreprise Muska Engineering, tout en encourageant les ingénieurs à maintenir le même niveau d'exigence afin de livrer des infrastructures conformes aux standards internationaux. L'honneur revient au président de la République pour tous les travaux qui se font au niveau de la province du Lualaba. À travers cette mission d'inspection, l'autorité provinciale réaffirme sa volonté d'assurer un suivi rigoureux des grands projets routiers et d'accélérer la modernisation des infrastructures routières qui feront du Lualaba un véritable carrefour économique régional. Toujours au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a lancé Lualaba Mobilité. 29 bus ont été mis en circulation à Kolwezi pour désengorger la ville et moderniser les transports urbains. Un appel a été lancé à la population pour s'approprier ce service public. Le parking de la mairie de Kolwezi a servi de cadre le lundi 10 août 2026 à la cérémonie officielle des lancements de la société Lualaba Mobilité, une nouvelle entreprise publique dédiée au transport. Présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, du vice-gouverneur Clément Ofunjit Karl, des quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, de plusieurs personnalités politico-administratives. Le président statutaire de Lualaba Mobilité, Alain Tchikwangiav, a déclaré que cette initiative ambitionne de relever les défis du secteur des transports grâce à des solutions innovantes adaptées à la modernisation des services publics. Nous avons acquis les machines POS pour les paiements. Lorsqu'un client paye, on lui remet un ticket par la perceptrice et toutes les machines qui sont dans les bus sont connectées à notre serveur central et nous contrôlons à la minute tous les mouvements de paiement, ceci dans le souci d'éviter les vols et les détournements de l'argent. Le ministre provincial des Transports, Geoffrey Masuka Saini, a salué cette initiative portée par la volonté politique de la gouverneure Masuka. Il a estimé que la création de cette entreprise permettra de fournir des services de transport plus sûrs, plus accessibles et de meilleure qualité, tout en contribuant à l'amélioration de conditions de déplacement des citoyens. Ce lancement marque une étape historique. Il traduit la détermination du gouvernement provincial à moderniser les services publics, à renforcer la sécurité routière, à professionnaliser les conducteurs et à rapprocher l'administration des usagers. Avec cette réforme, le Lualaba franchit un pas supplémentaire vers une gouvernance plus efficace, fondée sur une qualité de service public
et l'utilisation des outils modernes de gestion. Pour la gouverneure, cette entreprise s'inscrit dans une vision de développement durable et d'amélioration des services. Elle a souligné que la province est confrontée à une croissance démographique exponentielle qui impose des réponses structurées en matière de mobilité urbaine. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous la haute impulsion duquel les provinces sont encouragées à porter des initiatives concrètes répondant aux besoins de leur population. Derrière la question du transport, il y a des réalités très concrètes. Il y a les travailleurs qui doivent rejoindre son lieu de service à temps. Il y a l'élève et l'étudiant qui doivent se rendre à l'école ou à l'université. Il y a la mère de famille qui doit rejoindre un marché, un centre de santé ou accomplir ses activités quotidiennes. Lualaba Mobility devra donc être jugé, non pas seulement à travers les moyens qui sont déployés, mais surtout à travers la qualité du service effectivement rendu à la population. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités de Lualaba Mobility dans la province du Lualaba. Point culminant de la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise officielle des clés des 29 bus au ministre provincial des Transports qui les a ensuite remises aux responsables de la société Lualaba Mobilité. Un geste symbolique marquant les débuts effectifs des activités de cette entreprise. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille suivie d'une caravane de nouveaux bus partis du parking de la mairie jusqu'au rond-point Mwanguezi, offrant ainsi aux habitants un premier lot aperçu de cette nouvelle flotte. Chikapa Transco renforce son réseau avec la mise en service de 5 nouvelles lignes de transport dont la desserte Chikapa-Chamois. Fixée à 10 000 francs congolais, les tickets visent à faciliter la mobilité des populations et les échanges commerciaux entre le Kasaï et le Kasaï central. La ligne Chikapa-Chamois, baptisée ligne Jérémy Kiloubo Matondo, en hommage au directeur général des Transco, a été officiellement lancée ce dimanche 9 août 2026 à 10 000 francs le prix des tickets. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive avec une population de cette partie du Kasaï central visiblement ravie de l'ouverture de cette nouvelle liaison. Cette desserte concrétise une promesse faite par le directeur général de Transco, Jérémy Kiloubo Matondo, lors de sa récente visite à Chikapa, mise en œuvre par le chef d'agence de Transco Chikapa, Clovis Lumwanga, marquant ainsi un pas important vers les rapprochements entre Chikapa et Kananga. Une réalisation dont le chef d'agence de Transco Chikapa se félicite, saluant le sens managérial du directeur général Jérémy Kiloubo Matondo, qu'il présente comme celui qui s'inscrit dans la politique sociale prônée par le président de la République. Notre présence au Kasaï central, c'est pour lancer pour la toute première fois la ligne d'exploitation qui doit relier Chikapa vers Chamois dans le secteur de Boulungu, territoire de Kasumba. Vous savez, le but de notre établissement, c'est de faire déplacer autrement les Congolais, quitter d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. Et aujourd'hui, je pense que nous venons de réaliser le vœu de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort de construire des routes, mais également aussi de rendre le social au peuple congolais. C'est dans cette vision dont nous sommes inscrits, et la même vision portée par notre directeur Jérémy Kiloubo Matondo, laquelle nous a été instruite de pouvoir lancer cette ligne. Situé dans le territoire de Kazumba, à quelques agablures de la ville de Kananga, le village de Chamois constitue désormais un point de liaison entre les deux espaces du Kasaï. Central, les travaux du barrage hydroélectrique de Katende avancent avec l'arrivée d'un important lot de matériel. Les ingénieurs se veulent rassurants quant au respect du délai fixé pour l'électrification du Grand Kasaï, constat fait par l'honorable Marcel Tshipele-Pele lors de sa visite d'inspection à Dibaya. Suivez. Porté par sa devise « Tout donné pour le Kasaï central », le député national Marcel Tshipele Ntomba poursuit son travail de terrain dans le cadre de ses vacances parlementaires. L'élu de Kananga a pris la direction de Katende où se construit un barrage hydroélectrique très attendu pour mettre fin au déficit énergétique dans le Kasaï central et plus largement dans le Grand Kasaï. Accompagné du député provincial Camille Saloumou et de toute son équipe,
Marcel Tshipepele-Ntumba a commencé sa visite par une séance de travail avec le coordonnateur du projet, les représentants de l'entreprise Angélique International et ceux de la société Ecoénergie. De ces entretiens, le député national et sa délégation ont reçu toutes les informations théoriques sur l'état actuel des travaux et les étapes à venir avant d'être conviés à une visite guidée des différents compartiments du chantier. Ce projet comporte 4 phases et la première phase, c'est une phase qui va comporter 24 mois. Avec la mise en opération de la première turbine, nous sommes rassurés qu'avec l'appui et l'accompagnement du gouvernement ainsi que toutes les autorités, tant nationales que provinciales, nous pouvons avoir la première turbine en opération au mois de décembre 2027. Actuellement sur le terrain et bientôt au Parlement, le député national Marcel Tshipepele-Ntumba promet de transformer toutes les doléances reçues en pression parlementaire dès la session de septembre 2026. Et aujourd'hui, nous sommes à Djibaya où s'est construit un grand projet qui nous est donné par le fils du pays, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. On est suffisamment outillés, nous avons eu des matières qui vont nous permettre de toucher la bonne cible, afin que de l'autre côté, les travaux ne connaissent pas de rupture. À terme, le barrage de Katende doit produire 64 MW qui seront répartis dans les provinces du Grand Kasaï. À Lomami 1, l'école tourne désormais son regard vers le numérique. 3 jours durant, gestionnaires et acteurs de l'éducation se sont réunis à Cabinda pour évaluer les performances de l'année 2025-2026 et préparer les défis de l'année prochaine. Durant 3 jours, les gestionnaires et différents acteurs éducatifs de la province éducationnelle de Lomami 1 se sont retrouvés autour du directeur provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Charles Lobo Mikobi, pour procéder à l'évaluation des activités de l'année scolaire 2025-2026 et à la définition des perspectives pour la prochaine année scolaire 2026-2027. L'objectif général des assises de l'année annuelle de performance 2026 est d'analyser les résultats du secteur de l'éducation et proposer des stratégies pour améliorer les performances grâce au numérique. Invités à axer leurs réflexions sur des thèmes majeurs, éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen, le numérique au cœur de la gouvernance et des innovations pédagogiques. Les participants ont passé en revue les performances réalisées, identifié les difficultés rencontrées dans le fonctionnement des établissements scolaires et formulé des recommandations en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Une attention particulière a été accordée à la transformation numérique du système éducatif, notamment par l'amélioration de la gouvernance scolaire, la gestion des données éducatives et l'utilisation des outils numériques dans les pratiques pédagogiques. Les participants ont été invités à mettre en pratique sur terrain les recommandations ici de ces assises. Université de Kinshasa, fin d'année académique en beauté, collation des grades facultaires et hommage au lauréat. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accélérer les réformes pour garantir un enseignement de qualité. Images et commentaires. L'amphithéâtre de la colline, inspiré, a vibré au rythme de la traditionnelle double cérémonie de clôture et de collation des grades académiques. Entre la joie légitime des diplômés et les grandes orientations fixées par la tutelle, cette clôture marque un tournant décisif pour l'avenir de l'enseignement supérieur et également un aboutissement de plusieurs années de sacrifices pour les lauréats nouvellement injectés sur les marchés d'emploi. Au-delà de la symbolique festive, l'événement a surtout servi de tribune pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, pour tracer les lignes de front de la bataille des qualités. L'année académique 2025-2026 doit marquer une étape décisive dans l'arrimage au système LMD. Consolider le LMD, c'est corriger ses insuffisances, renforcer la qualité des enseignements et accélérer les transformations numériques de nos établissements. Je déclare officiellement close l'année académique 2025-2026 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo.
Monsieur Antoine Mouyaya Chifwaka, l'un des lauréats de la faculté des droits, département des droits publics internes, secrétaire général honoraire aux finances, ayant axé son travail sur l'encadrement juridique de la procédure disciplinaire dans l'administration publique en République démocratique du Congo. En définitive, ces clôtures solennelles de l'année académique 2025-2026 incarnent la volonté de consolider l'avenir de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, tout en rappelant qu'une année qui s'achève est également une nouvelle année qui s'annonce, porteuse d'attentes, de réformes et d'espoir. Passe la main à Guichala pour la suite de l'actualité. Merci Diane Balaka. Nous allons terminer cette édition par la religion. Mission catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Mapangu fête son centenaire et la messe a été dite par Monseigneur José Moko. Cette célébration des 100 ans d'existence de la mission catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mapangu coïncide avec plusieurs autres